Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle matinale RSM et nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Pour ceux qui ne connaissent pas notre format et qui nous rejoignent pour la première fois, les matinales RSM sont des webinaires de 45 minutes que l'on vous propose le vendredi matin et qui nous permettent d'aborder des sujets d'actualité qui concernent votre entreprise en lien avec les différents domaines d'expertise RSM, que ce soit RH, social, fiscal ou encore financier. Et cette semaine, on se retrouve pour le dernier épisode de notre série avec le desk suisse sur la mobilité France-Suisse pour maîtriser l'exit tax avant de franchir le pas. Pour nos intervenants de ce matin, donc nous avons Paolo Lori, qui est manager chez RSM France, Bonjour à et tous. Augustin de la Chapelle, qui est associé chez RSM Switzerland. Bonjour tout le monde, Euh, bienvenue. Avant de leur laisser la parole, quelques mots très rapides sur le réseau RSM. Donc, nous sommes un cabinet d'expertise comptable, audit et de conseil. En France, RSM, c'est un réseau de proximité en étant présent dans les principaux pôles régionaux. Et puis RSM, c'est également un réseau à l'international puisque nous sommes le 6e réseau d'audit mondial d'expertise comptable et de conseil, pardon. Je laisse maintenant la parole à nos intervenantes de ce matin et vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup, merci à Manon d'avoir présenté RSM France. RSM, c'est également un réseau international présent dans plus de 120 pays. Si nous avons un ancrage local très marqué dans tous les pays où nous sommes présents, nous sommes donc également sur 3 localités en Suisse, à Zurich, Lausanne et Genève, où je suis moi-même basé. Et nous avons, pour ce qui nous concerne ce matin, au sein d'RSM, une appétence très marquée sur les relations d'affaires entre Suisse et France. Et c'est dans ce cadre que nous avons construit ce que nous appelons le Desk Suisse-France, qui nous permet, avec des experts sujets en matière de fiscalité, droit du travail, immigration, protection sociale, etc., d'avoir une force de travail et d'accompagnement extrêmement marquée, intégrée, pour accompagner nos clients sur des problématiques très marquées au travers de cette frontière. Et là, le sujet du jour, Paolo, puisque je vais moins parler pour une fois, concerne la potentialité de départ de France pour aller en Suisse ou finalement dans toute autre juridiction, et se poser la question de savoir finalement à quelle sauce on va être mangé sur une espèce de fiscalité un peu punitive, qui serait une fiscalité sanctionnant le départ, ce qu'on appelle en franglais l'exit tax, et qui, pour les résidents français qui s'installeraient en Suisse et qui seraient concernés, peut aussi avoir quelques impacts fiscaux en Suisse sur lesquels je reviendrai tout à la fin. La scène est la tienne, Paolo. Merci beaucoup, Augustin. Bonjour à toutes et à tous. Au programme de ce webinaire, donc l'intérêt, c'est de vous expliquer dans les grandes lignes le fonctionnement de l'exit tax et pour par la suite rentrer un peu plus sur le détail d'un départ en Suisse, car le départ en Suisse a quand même quelques particularités par rapport à d'autres pays. L'exit tax, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? L'exit tax, ça va concerner des personnes avec une détention de titres assez importante. C'est très souvent des dirigeants, c'est pour ça que nous intervenons auprès de nos clients sur ce sujet-là, et des détenteurs de participation significative. Je vais vous décrire un peu plus tard les différents seuils auxquels il faudra faire attention. Mais ce qu'il faut retenir surtout au niveau de l'exit tax, c'est que c'est une imposition sur la plus-value. Par principe, l'article 167 bis du CGI, qui explique justement les dispositifs de l'exit tax, dit clairement que c'est une taxation immédiate à la plus-value au moment du départ. Mais vous verrez à la suite dans les prochaines slides justement qu'il y a différentes façons de mettre en sursis le paiement de cette plus-value et donc de cet impôt qu'on peut appeler un peu barbariquement justement exit tax, mais c'est plus un terme qui fait peur qu'autre chose. Et l'idée ici, c'est de vous expliquer et que vous voyez clairement comment ceci fonctionne. Voilà. Champ d'application et principe de l'exit tax. Donc le principe, comme je vous disais, lors du transfert du domicile fiscal hors de France, le contribuable est donc assujetti à la plus-value. La plus-value, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la taxation à la plus-value, pour être exact, en France. C'est quoi? C'est la fameuse flat tax. La flat tax, qui est la taxation prélèvement forfaitaire unique, en réalité composée de
2 grands impôts, l'impôt sur le revenu et une succession de prélèvements sociaux. Attention, les prélèvements sociaux ont vu leur taux changer. On est passé de 17,2 à 18,6 en raison de la hausse de la CSG, puisque les prélèvements sociaux, en réalité, c'est 3 prélèvements différents: CSG, CRDS et prélèvement de solidarité. Qu'est-ce qui est concerné par l'exit tax? On parle d'une taxation d'une plus-value, mais qu'est-ce qui est concerné exactement? Eh bien, c'est les plus-values latentes sur les droits sociaux, les valeurs titres et les plus-values placées en report d'imposition et également les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix earn-out. Donc, pour reprendre ces 3 points, les plus-values latentes sur les droits sociaux, donc ça va être les titres qu'on va dire les titres classiques, que les personnes détiennent, les titres en bourse par exemple, qui ont généré une plus-value latente et que les personnes n'ont pas vendu au moment de leur départ. Les plus-values placées en report d'imposition, ça va surtout concerner les personnes qui ont créé des holdings par apport de titres de leur société, d'exploitation et qui se retrouvent donc avec une plus-value en report. Cette plus-value en report devient exigible au moment du départ de France. Il faut donc passer par les formalités d'exit tax pour pas déclencher la fameuse, plus-value en report qui est inscrite, sur la case 8 de votre déclaration d'impôt, sur le revenu. Et les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix, c'est tout simplement, hein, le complément de prix fait partie de la plus-value lors de la cession et doit être taxé et il ne faut pas profiter d'un changement de pays vers un pays, à taxation plus avantageuse pour essayer d'éluder la taxation de ce complément de prix. On rentrera un petit peu plus sur le détail, après coup sur ce sujet. Le champ d'application maintenant. Donc sont concernés les contribuables qui, très important ici, ont été ou sont, mais ont été surtout, résidents fiscaux français pendant au moins 6 des 10 dernières années précédant le transfert. Attention, quand on regarde ici la résidence fiscale, on va prendre les 10 années date à date en prenant la date de départ de France, donc vraiment le moment de départ, donc moins 10 ans et sur ces 10 années, si la personne a été résidente fiscale plus de 6 ans, donc c'est pas forcément d'une manière continue, et bien dans ce cas-là, le contribuable est alors assujetti ou peut être assujetti à l'exit tax si ses participations, ses différents titres, droits sociaux, et autres, éléments assujettis à l'exit tax, sont d'une valeur supérieure à 800 000 €. On a également le sujet des titres représentant au moins 50 des bénéfices sociaux d'une société. Donc, par exemple, un dirigeant associé dans une société qui détient plus de 50 de participation, si ces 50 de participation dépassent les 800 000 €, il est également assujetti à l'exit tax. Attention, vous avez différents dispositifs qui sont exclus de l'exit tax. Ici, on va parler des 4 principaux. Donc, les titres logés dans un PEA sont exclus. Les contrats d'assurance vie et de capitalisation sont exclus. Les parts de société de personnes à prépondérance immobilière, plus communément les SCI pour faire simple, donc tout ce qui est basé sur l'immobilier est exclu. Et les crypto-actifs détenus en direct par une personne physique sont également exclus. Petite précision, attention sur la résidence fiscale, qui est le premier point que j'ai évoqué, qui est quand même le plus important. La France a des règles de résidence fiscale. Il faut faire attention justement aux conflits de résidence qu'il peut y avoir avec d'autres pays durant cette période de 10 ans. Et donc, si vous vous retrouvez en conflit de résidence entre plusieurs pays, par exemple la Suisse va dire que vous êtes résident fiscal, la France va dire que vous êtes résidence fiscale selon les différentes règles internes, il faudra regarder la convention. L'article français prend en compte les dispositifs de résidence fiscale en application également des conventions. Donc il faudra bien faire attention au suivi de votre résidence fiscale sur la période et mettre au clair tout sujet de conflit de résidence que vous pouvez avoir sur certaines années. Le calcul de l'impôt maintenant. Donc l'assiette, c'est la valeur des titres à la date du transfert, au jour du transfert, moins tout simplement la valeur d'acquisition. Comme j'ai dit, c'est une plus-value, donc valeur de cession, ou ici valeur au moment du jour de départ, moins la valeur d'acquisition.
On applique le cas échéant les différents abattements qui sont applicables, donc durée de détention pour les titres détenus avant 2018, l'abattement fixe pour les dirigeants partant à la retraite. Attention néanmoins, les moins-values latentes ne sont pas imputables sur les plus-values latentes. C'est que les moins-values réelles qui deviennent imputables sur les plus-values réelles, mais quand ici on parle de latentes, eh bien, on ne peut pas les compenser. Et en cas de taxation de la plus-value et de possible double imposition, eh bien celle-ci est évitée par l'imputation d'un crédit d'impôt sur l'impôt acquitté à l'étranger. Pour rappel, le taux de taxation, donc 31,4, qui est détaillé ici à droite de votre slide, 12,8 d'impôt sur le revenu, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le prélèvement forfaitaire unique. 18,6, c'est le nouveau taux pour les prélèvements sociaux depuis la loi de financement de la sécurité sociale de 2026, donc suite à la hausse de la CSG. Attention, quand on fait le calcul au moment du départ de France de la plus-value et donc de sa taxation, la taxation est par défaut à la flat tax. Mais, et je vais évoquer ça tout à l'heure, une option au barème progressif est également possible et est applicable justement à la plus-value générée dans le cadre de l'exit tax. Si l'option pour le barème progressif, donc au lieu d'être taxé à 12,8%, vous êtes taxé selon votre barème progressif, est plus avantageux, par exemple, après application des différents abattements, le barème est plus avantageux, et bien dans ce cas-là, on retiendra bien évidemment le calcul de plus-value le plus avantageux. Exemple concret. Monsieur X, résident fiscal français depuis 8 ans, décide de partir à l'étranger, la Suisse par exemple. La valeur de ces titres au jour de son départ sont d'1,2 million. Le prix d'acquisition de ces titres, on va dire que c'est un compte de boursicotage par exemple. Prix d'acquisition des titres, 200 000 €. La plus-value latente est donc de 1 million. Eh bien, on vient calculer la taxation, le taux simple, flat tax, 31,4 de plus-value sur la plus-value générée à date de départ. Et donc, l'impôt exigé immédiatement serait de 314 000 €. Cependant, l'exit tax, donc comme je disais, c'est un peu un nom barbare qui fait peur, mais le principe de l'exit tax, c'est de constater cette plus-value, mais surtout, vous avez un dispositif de sursis de paiement qui existe. Le sursis de paiement, c'est quoi? C'est la possibilité de constater donc la fameuse plus-value et l'impôt qui est lié à cette plus-value que je vous ai évoqué ci-avant, et de mettre en suspension l'impôt dû. Donc en fait, c'est un différé du paiement de l'impôt grâce au dispositif lié à l'exit tax en lui-même. Donc vous avez deux types de sursis, sursis automatique et sursis sur option. Le sursis automatique, c'est quand vous transférez votre résidence fiscale vers un État de l'UE ou de l'EEE ou un État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative et de recouvrement, hors État paradis fiscaux. Et dans ce cas-là, le sursis automatique, généralement, vous n'avez aucune garantie à pourvoir et très souvent pas de démarche. Attention, vous pouvez avoir des obligations déclaratives. Je recommande ici de consulter la liste des pays liés directement et exposés directement par le gouvernement français sur les sujets d'exit tax pour bien identifier quelles sont vos obligations. Parce que là, on parle du sursis automatique dans l'UE, c'est relativement clair, mais si vous partez à Maurice, par exemple, eh ben, vous avez des obligations déclaratives à remplir, même si vous n'êtes pas obligé d'apporter des garanties. Ensuite, vous avez le sursis sur option. Sursis sur option, donc c'est pour d'autres destinations, comme la Suisse, par exemple, les États-Unis, le Royaume-Uni, les Émirats. C'est une demande express et qui doit être assortie de garanties. Attention ici, donc la demande et la déclaration donc, de cette garantie doivent être effectuées 90 jours avant le transfert du domicile. C'est pour ça que l'exit tax, entre guillemets, fait peur, c'est que vous décidez de partir, vous n'êtes pas sûr exactement de la date, mais il faut contacter 90 jours avant votre date estimée de départ l'administration fiscale française pour leur proposer justement une garantie sur vos départs, surtout si vous partez en Suisse.
C'est ce que j'explique ici. Donc au jour du transfert, l'exit tax est calculé, mais son paiement est suspendu automatiquement sur option. Le contribuable déclare les plus-values latentes et assure un suivi annuel de cette plus-value latente exit tax dans sa déclaration d'impôt sur revenu français alors qu'il est non résident fiscal. Attention, donc c'est une déclaration de revenus pour non résidents, mais il faudra bien la faire et assurer le suivi. Tant que les titres sont conservés, tout va bien. Et au terme d'un délai de conservation, 2 ans ou 5 ans selon le montant des titres, l'impôt est alors dégrevé. La fin du sursis et donc l'imposition éventuelle de ces plus-values latentes. Donc la fin du sursis. Les événements rendant l'impôt exigible, c'est quoi? Eh bien tout simplement, tout ce qui concerne la cession des titres, le rachat, le remboursement ou l'annulation des 10 titres va déclencher la plus-value calculée sur la base de l'exit tax. Vous avez le même principe pour les plus-values en report quand vous les apportez à holding. Si vous vendez les différentes sociétés, holding ou filiales selon les délais, vous déclenchez la plus-value. Là, c'est exactement le même principe. Vous vendez les titres, déclenchement de la plus-value. Donation des titres, sauf preuve que l'opération n'a pas pour seul objet d'éluder l'impôt, met fin justement au sursis. Et attention ici, le non-respect des obligations déclaratives annuelles. Donc si vous oubliez votre déclaration de suivi d'exit tax annuel, eh bien le sursis tombe également automatiquement et rend l'impôt exigible. Il faut donc faire très attention à votre suivi pour ne pas vous mettre dans une situation d'exigibilité de l'impôt. Attention, l'impôt n'est pas acquitté au cas présent. La plus-value de cession éventuelle est susceptible d'être imposée dans le nouvel état de résidence également. Donc attention, dans le nouvel état de résidence, à comment sont gérées les plus-values et taxées ces dites plus-values. Le dégrèvement maintenant. Donc, c'est l'annulation ou la restitution de l'exit tax. L'exit tax est dégrevé ou restitué si les titres sont conservés. Ici, vous avez deux durées, 2 ans ou 5 ans, selon que la valeur globale des titres est inférieure ou supérieure à 2 570 000. Inférieure à 2 570 000, la durée est de 2 ans. Supérieure à ce chiffre, la durée est de 5 ans. Attention, dégrèvement automatique aussi dans d'autres cas, si vous revenez en France. Vous redevenez résident fiscal français, la plus-value exit tax est dégrevée et après vous revenez sur le système de plus-value français éventuel. Donc si vous aviez une plus-value en report pour apport à holding par exemple, eh bien elle est rematérialisée dans votre déclaration comme avant votre départ. Décès du contribuable et également dégrèvement de la plus-value et dépréciation des titres, c'est une restitution partielle de l'impôt. C'est une situation un petit peu particulière puisque l'impôt serait déclenché, mais déclenché à une valeur moindre. Le calendrier et les obligations déclaratives. Donc attention ici, le fameux délai des 90 jours que je vais vous évoquer. Donc, la demande de sursis, surtout en particulier quand vous partez vers la Suisse. Augustin vous l'évoquera, la Suisse ne taxe pas les plus-values des particuliers. Ce qui fait que, d'un point de vue français, il faut mettre en place des garanties pour éviter que le contribuable quitte la France, aille s'installer en Suisse et bénéficie de la fiscalité avantageuse de la Suisse au regard des plus-values pour vendre ses titres. Il faut donc apporter une garantie. 90 jours avant le départ, vous demandez le sursis, vous déclarez que vous allez partir, vous demandez ce fameux sursis et vous présentez un projet de garantie. Vous avez une liste de garanties relativement grande que vous pouvez fournir. Les deux garanties communément rencontrées en pratique, c'est la garantie bancaire et l'hypothèque sur titre pour un dirigeant qui détient la majorité des titres de sa société. Ce délai de 90 jours donne le temps aux contribuables justement de présenter ses projets. Attention, on est au stade de projet à ce moment. Et ensuite, ce projet doit être accepté par l'administration fiscale. Et dans ce délai de 90 jours, acceptation plus mise en place de la garantie. Donc, la banque, faire le nécessaire auprès de la banque qui apporte la garantie, par exemple, parce que celle-ci va devoir transmettre une attestation qui devra être transmise avec le dossier d'exit tax, ou la convention d'hypothèque qui sera rédigée est signée et transmise à l'administration fiscale française pour l'hypothèque sur les titres. Ensuite,
la date de départ, déclaration au titre du transfert, et la déclaration également l'année suivante, donc la déclaration d'impôt sur le revenu en N+1 sur les revenus N-1, où il faudra également donner la déclaration d'exit tax. Et vous avez le suivi annuel qui va s'en suivre. Des régularisations sont possibles en cas de retard, mais sont très contraintes temporellement. C'est-à-dire que la régularisation doit être faite dans les 30 jours suivant une mise en demeure. Et dans ce cas-là, on évite de perdre le sursis. Mais il faut faire attention. Le calendrier, d'une manière temporelle, que je vous expliquais brièvement ici, on reprend ici 90 jours avant le départ, vous établissez votre déclaration de départ à l'étranger, la demande de sursis, la présentation du projet de garantie et la déclaration de la plus-value à mettre en sursis. Donc vous avez déjà calculé votre plus-value, vous avez déjà calculé l'impôt 90 jours avant le départ. Le jour J, vous transférez votre domicile fiscal hors de France. Avant ça, vous vous êtes mis d'accord sur les garanties avec l'administration fiscale. Le document définitif de la plus-value est transmis, parce que vous pouvez avoir des fluctuations durant les 90 jours sur les cours de bourse, sur les titres, par exemple. En N+1, déclaration de l'impôt sur le revenu de l'année d'avant, avec déclaration de la date de départ. Attention, la France, sur une même année civile, vous considère, d'ailleurs c'est pas peu, vous considère comme étant résident fiscal jusqu'à votre date de départ, et puis non résident fiscal après votre date de départ. Il faut donc bien déclarer vos revenus en adéquation avec cette temporalité. Attention, résidence fiscale française veut dire déclaration des revenus mondiaux en France, et non résidence que les revenus français seront déclarés et non les revenus mondiaux. Accompagnement de la déclaration, avec la déclaration d'impôt sur le revenu de la déclaration d'exit tax 2074 ETD, qui reprend en réalité le calcul de plus-value qui a été effectué pour le jour du départ. Chaque année, vous déposez le suivi de plus-value et en N+2 ou N+5, dégrèvement de l'exit tax si conservation des titres. Donc pour faire simple, d'un point de vue français, si vous voulez dégréver, il faut être certain de faire tout ce process pour éviter toute taxation sur la plus-value éventuelle calculée à la date de départ. Augustin, je te laisse expliquer les obligations du côté suisse. Avec plaisir, merci beaucoup Paolo pour toutes ces informations. Effectivement, c'est un petit peu fin l'application de ce dispositif avec pas mal de ramifications. Le temps de traiter les questions et tenir l'agenda, moi je vais être assez bref, puisque finalement en Suisse, comme l'indiquait à juste titre Paolo, même si pour partie le pays parle la même langue, le dispositif fiscal et le régime est très différent. Vous savez qu'il existe toujours, notamment en Suisse, un impôt sur la fortune qui est assez vaste, mais il y a également encore quelques avantages, en tout cas pour les résidents, qui est d'avoir une exonération de ce qu'on appelle le gain en capital. Ça va être l'équivalent en Suisse de la plus-value de capitaux mobiliers. À partir du moment où vous le détenez cela en patrimoine propre, effectivement, et que vous réalisez une plus-value, ce n'est tout simplement pas imposable. En contrepoint de quoi existe également, en contrepoint de l'impôt sur la fortune, au regard de laquelle un résident suisse doit reporter l'entier de ses avoirs, ses comptes bancaires, son patrimoine mobilier, immobilier, etc. L'imposition se fait sur un patrimoine net de toute dette avec quelques spécificités, notamment la possibilité de pouvoir imputer ce qu'on appelle ici les dettes fiscales. C'est-à-dire qu'à partir du postulat où une obligation pécuniaire envers l'administration est juridiquement établie, et c'est le cas de l'exit tax en sursis de paiement, cette dette virtuelle peut en fait être dégrevée, déduite du patrimoine total pour venir minorer la valorisation de l'impôt sur la fortune. Donc on l'a déjà fait, nous, très concrètement pour des clients français côté suisse qui sont pris des postes notamment de dirigeants avec donc un portefeuille d'actions en place, c'est une entreprise notamment extrêmement matérielle, sursis de paiement avec la Suisse, tout est mis en place. Et effectivement, dans la déclaration fiscale côté suisse à faire l'année suivante, comme en France, sous la rubrique des dettes, la possibilité de venir déduire l'entièreté du montant. Le report est à opérer tous les ans, pour autant que le sursis de paiement est toujours en place et donc la dette, effectivement, est déterminée, n'est pas ainsi conditionnelle. Voilà, je n'ai pas plus d'éléments à partager à ce stade, mais l'avantage à avoir en tête,
Et effectivement, dans certaines structurations, nous, ce qu'on voit surtout également en mobilité internationale entre France et Suisse, dans une logique de carrière de haut dirigeant, de se dire, je vais peut-être une mission, être CFO, CEO pendant 2, 3, 4 ans en Suisse, et puis peut-être après, je planifie de revenir en France. Le dispositif peut se tenir avec, sauf erreur, Paolo, mais effectivement, l'extinction de l'obligation en cas de retour et prise à nouveau de résidence en France. Clairement, le fisc est content de revoir son contribuable, pour le dire clairement. Et également, donc, la possibilité, pendant tout ce temps-là de résidence en Suisse, de déduire le montant en sursis de paiement de son patrimoine imposable. Voilà pour ma part, je rends volontiers la parole. Et puis, je crois qu'il y avait par ailleurs quelques petites questions pour clore cette capsule, extrêmement rapide volontairement, mais très précise. Tout à fait. Donc dans les questions que nous avons, donc Stéphane qui nous demande, en cas de détention de titres en usufruit, quelle est la valeur retenue pour l'exit tax? Alors, généralement, quand vous détenez des titres en usufruit, c'est que vous avez procédé à une donation de la nue propriété. Je ne vais pas parler ici de l'usufruit temporaire. Et généralement, si vous êtes donc dans un usufruit viager, la valeur des dits titres est déterminée en application du barème usufruit nue propriété, applicable sur la valeur du titre en pleine propriété et selon l'âge de l'usufruitier. En tant que tel, c'est pas la valorisation de l'usufruit qui est la plus compliquée ici, c'est le calcul de la plus-value sur un titre en démembrement qui peut être compliqué car celui-ci dépend de comment le démembrement a été établi et dépend également de la typologie de titre, titre de bourse ou autre, et de la typologie de démembrement qui a été appliquée. Donc Stéphane, je ne peux que vous recommander de demander une analyse par un professionnel un peu détaillée de votre situation pour être sûr qu'il n'y ait pas de sujet au niveau du calcul intrinsèque de la plus-value. Et pour la valorisation pleine propriété, donc par exemple si c'est une société cotée, ça va être la valeur de bourse. Et pour répondre à Clément qui demande comment est calculée la valeur des titres non cotés d'une PME, il faut faire justement la valorisation de la société par un expert en valorisation. Il s'avère qu'au sein de RSM France, nous avons différents experts qui peuvent vous permettre de valoriser la société, donc n'hésitez pas à faire appel à eux pour valoriser votre société. Ensuite, également Clément qui demandait l'apport des titres à une holding familiale une fois le départ de France en trait de titre, la fin du sursis. Il faut regarder justement la typologie de l'apport. Et oui, attention, ça peut déclencher la plus-value, parce qu'en fait, l'apport est en fiscalité française, l'apport vaut cession. Donc il faut faire extrêmement attention à cette situation. Et ensuite, la plus-value en report d'imposition avant le départ en 150 BTR doit-elle être prise en compte dans l'exit tax? Donc justement, Stéphane, donc là, la plus-value en report 150 BTR, c'était ce que j'expliquais au début de la présentation, c'est la plus-value en report quand vous apportez à une holding que vous détenez. Et oui, elle doit être prise en compte. Celle-ci, en fait, est prise en compte directement dans l'établissement de l'exit tax. Donc, en fait, dans votre situation, si vous décidez de partir de France, vous aurez votre plus-value en report qui est constatée dans la déclaration d'impôt sur le revenu, et vous allez avoir d'autres titres assujettis à exit tax et qui vont constater également une plus-value en report calculée selon les termes de l'exit tax, donc valorisation à date de départ moins valeur d'acquisition. Et en réalité, ces deux plus-values vont être combinées pour générer justement la plus-value taxable à l'exit tax. Ensuite, si vous avez une holding qui ne détient que des liquidités, alors là, c'est une situation un peu particulière, puisque une holding qui détient que des liquidités, déjà, ça m'étonne beaucoup. Et très souvent, en fait, les holdings sont passés. Donc oui, là, pareil, à regarder au cas par cas. Comme j'ai dit au début de la présentation, vous avez certains placements qui ne sont pas assujettis. Les PEA, les assurances vie ne sont pas assujettis. On a fait un focus sur les grandes catégories de titres non assujettis. Mais après, on ne peut que recommander une analyse au cas par cas justement de vos situations, parce qu'au sein des holdings, vous pouvez avoir des holdings qui détiennent de l'immobilier, mais qui peuvent aussi détenir des titres cotés et qui dans ce cas-là seraient assujettis à exit tax pour la quote-part des titres cotés. Donc une analyse au cas par cas est justement fortement recommandée.
Très bonne question, Laurent. Pour éviter tout contentieux fiscal, faut-il couper tout lien de rattachement avec la France? Une résidence secondaire est-elle considérée comme un foyer en France? Alors là, on revient aux règles de résidence fiscale d'un point de vue français. Donc c'est les dispositifs qui sont détaillés à l'article 4B du Code général des impôts. Attention, si vous avez une résidence en France, que vous soyez propriétaire, locataire ou même que vous ayez un bien à disposition gratuite, si vous l'usez d'une manière régulière en France et que vous avez des activités, on va dire votre foyer d'habitation permanent, votre foyer familial en France, vous pouvez retomber sur une résidence fiscale française. Par contre, si c'est juste une résidence secondaire auquel vous allez que pour les vacances, dans ce cas-là, normalement, vous n'avez pas de sujet. Donc, non, pas d'obligation de couper tout lien de rattachement avec la France, ce n'est pas obligatoire. Mais attention à bien structurer ce lien pour ne pas vous mettre dans une situation à défaut. Et pour répondre à Jérôme, le changement de domicile fiscal ne conduit pas forcément à un déclenchement d'un contrôle de situation fiscale par la DGFiP. C'est pas parce que vous quittez la France que vous êtes forcément contrôlé. Il n'y a pas de règle là-dessus, c'est pas parce que vous partez que vous êtes contrôlé. Si vous me parliez d'autres sujets de type grosse cession de titres en France, là je vous aurais dit vous avez quand même un fort taux de chance d'être contrôlé si vous avez une grosse plus-value de déclarer. Par contre, c'est pas parce que vous quittez la France, vous avez forcément plus de chances d'être contrôlé. Ce n'est pas ce qu'on appelle un trigger prépondérant dans les contrôles des impôts, loin de là. Alors, comment se matérialisent effectivement les garanties bancaires sur un compte titre? Est-ce que le montant calculé est décaissé et viré au trésor? Eh bien, alors non, le montant n'est pas décaissé et viré au trésor. C'est la banque en fait qui va bloquer les valeurs, les montants, et qui va établir une attestation. Et cette attestation sera transmise à l'administration fiscale. Attention, par contre, cette garantie qui est constituée par la banque est coûteuse. Et vous pouvez vous retrouver dans certaines situations, en particulier quand j'évoquais tout à l'heure le passage barème progressif flat tax, parfois ça coûte moins cher de payer l'impôt. Donc attention à ça également. Le coût de la garantie bancaire est à prendre en compte également. Donc ça, il faudra vous rapprocher de votre banque pour ça. Mais non, c'est pas les fonds qui sont transférés, c'est les fonds qui sont bloqués par la banque. Attention, c'est les fonds qui sont placés, donc qui continueront à générer des dividendes et des revenus et des intérêts, etc. Mais voilà, il y a quand même un coût à cette garantie. Là. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions. Paolo, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Non, nous avons fait le tour et je ne vois aucune autre question. Donc merci beaucoup pour votre participation. Oui, merci à vous deux pour la présentation. Je rappelle juste à nos inscrits de ce matin que le webinaire sera disponible en replay et le support également. Si vous avez des questions un peu plus précises et relatives à des problématiques qui sont propres à vos situations, vous avez un bouton pour prendre rendez-vous avec nos experts et expliquer plus précisément vos situations. Écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous remercier d'être venu pour cette matinale de ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci Manon pour l'organisation. Bonne journée. À bientôt. Merci de nous avoir invités au matinal d'RSM France. À bientôt.